Bienvenue à toutes et à tous à la parentalité au Royaume-Uni. Parentalité est l'activité d'élever un enfant en tant que parent. Dans le cadre du projet d'orientation des réfugiés et des demandeurs d'asile, partenariat migratoire du Nord-Est. On va commencer avec les diapositives. Numéro 1, bienvenue. Bienvenue à cette session intitulée « La parentalité au Royaume-Uni ». Il vous donnera des informations importantes sur les lois et les attentes relatives à l'éducation d'un enfant au Royaume-Uni, car certaines peuvent être très différentes de votre pays d'origine. Tous les parents veulent s'assurer que leurs enfants sont en sécurité, en bonne santé et heureux, qu'ils ont des opportunités pour leur avenir. S'installer dans un nouveau pays peut présenter de nombreux défis. Car il existe des lois différentes, des systèmes différents, des attentes différentes et bien sûr une langue différente. Les familles ont également été confrontées à des traumatismes échappant aux dangers dans leur propre pays, tireront en plus stressés et anxieux pendant qu'ils attendent une décision sur leur demande d'asile. Les parents veulent s'assurer que leurs enfants tirent le meilleur parti de l'école et trouvent des voies pour des études et des carrières futures. Tout d'abord, nous examinerons le système éducatif du Royaume-Uni, ce que les parents peuvent attendre des écoles et aussi ce que les écoles attendent des parents. Ensuite, nous examinerons certaines des lois et des attentes conçues pour protéger les enfants contre les dommages physiques ou émotionnels. Nous allons explorer comment cela influe sur la leçon dont les parents supervisent et disciplinent leurs enfants. Les informations contenues dans cette session ont été sélectionnées par des personnes qui sont et étaient elles-mêmes des demandeurs d'asile. Il est basé sur ce qu'ils auraient aimé savoir à leur arrivée. Ils espèrent que cela peut vous aider à éviter des problèmes avec les autorités locales. Car c'est ce qui vous semble normal ne fait créer des problèmes ici. Il contient également des informations que les autorités locales veulent que les parents connaissent. Avant de continuer, si vous voulez la pause, il est toujours important de dire. Donc, dans ce cas, la personne qui vous présente cette présentation peut arrêter et vous pouvez prendre une pause. Slide 2, diapositive numéro 2. Protéger un enfant contre les dommages physiques et émotionnels. Les parents jouent un rôle central en s'occupant de leurs enfants et en veillant à ce qu'aucun mal ne leur arrive. Mais il est utile de savoir que les autorités locales ont également le devoir légal de sauvegarder, protéger et promouvoir le bien-être des enfants dans leur région et de livrer ceci par autorité locale. Nous entendons le conseil local et ses travailleurs sociaux qui sont des professionnels qui aident les familles à résoudre les problèmes et à garantir que les enfants sont à l'abri des dommages physiques et émotionnels. Il comprend également les visiteurs sanitaires, les écoles et la police. Le rôle qu'ils jouent dans la vie d'un enfant ici peut être très différent de celui qu'ils jouent dans votre pays d'origine. Beaucoup de gens les trouvent beaucoup plus impliqués dans la vie d'un enfant et ont plus de pouvoir pour intervenir s'ils croient qu'un enfant risque d'être blessé. Si quelqu'un soulève une inquiétude concernant un enfant auprès des autorités locales, les travailleurs sociaux ou la police ont le devoir d'enquêter. Ils contacteront les parents et expliqueront leurs préoccupations avec eux et décideront si des mesures doivent être prises pour protéger l'enfant. Chaque pays développe une approche pour protéger les enfants
contre les dangers et comprendre le développement de l'enfant. Le Royaume-Uni a sa propre approche, à la fois en endroit et en ce qui est attendu des parents. Chaque nouveau parent au Royaume-Uni doit le savoir dès qu'il est possible. Sinon, les parents pourraient avoir des difficultés avec les autorités locales et même se faire enlever leur enfant. Personne ne veut bien sûr que cela se produise. Les informations que vous entendez aujourd'hui peuvent éviter des problèmes à l'avenir. En plus de vous aider à comprendre vos responsabilités en tant que parent, cette séance vous aidera également à comprendre vos droits en tant que parent. Slide 3 ou diapositive numéro 3. Le système éducatif britannique. Nous allons d'abord explorer le système éducatif du Royaume-Uni. Dans la législation britannique, les enfants doivent être scolarisés à plein temps entre 5 et 16 ans. Je dis bien entre 5 et 16 ans. Et les enfants âgés de plus de 16 ans et jusqu'à 18 ans doivent suivre une formation d'éducation ou de formation. Les parents sont légalement tenus de veiller à ce que leur enfant aille à l'école. Les enfants de moins de 5 ans ont la possibilité d'aller à l'école préscolaire ou maternelle, comme on l'appelle, appelée garderie aussi. Il est obligatoire pour les enfants âgés de 5 à 11 ans d'aller à l'école primaire. Les enfants âgés de 11 à 16 ans doivent fréquenter l'école secondaire. Les enfants âgés de plus de 16 ans et moins de 18 ans doivent suivre une formation quelconque d'éducation ou de formation professionnelle. Nous demanderons plus de détails sur chacune de ces étapes. L'éducation est gratuite dans les écoles financées par l'État. Il existe d'autres écoles qui facturent les frais. On les appelle écoles indépendantes ou privées. Les universités et les collèges facturent des frais de scolarité aussi. La plupart des écoles financées par l'État sont des écoles mixtes. Cela signifie qu'ils enseignent ensemble aux garçons et aux filles. Toutes les écoles enseignent un programme de base établi par le gouvernement national qui comprend l'anglais, les mathématiques et les sciences. Les progrès des enfants sont testés à l'âge de 7 ans et 11 ans. Et lorsqu'ils ont 13 ans, les enfants choisissent les matières à étudier pour leur certificat d'études générales, qu'ils suivent à 16 ans. Sur la base de ces résultats, ils peuvent ensuite choisir les matières à étudier pour les examens de niveau avancé qu'ils passent à 18 ans, ou ils peuvent choisir des cours axés sur les compétences, l'apprentissage et la formation. Certains enfants peuvent ensuite poursuivre leurs études pour obtenir un diplôme universitaire ou choisir des cours universitaires menant à des qualifications professionnelles. En plus du programme de base, chaque école propose d'autres matières et activités. Demandez à l'école des détails et consultez son site web. Essayez toujours de lire les informations de l'école, envoie aux parents, comme les bulletins de l'école, afin de connaître les opportunités pour votre enfant. Veuillez demander à quelqu'un de vous aider si votre anglais est limité. Diapositive numéro 4 ou slide number 4. 1. Avant que votre enfant ait 5 ans, la garderie ou la maternelle. L'éducation préscolaire avant l'âge de 5 ans n'est pas obligatoire, mais c'est une occasion d'aider les enfants à se préparer pour l'école afin d'en tirer les meilleures parties. Les familles bénéficiant
de certains types de soutien en matière d'asile ont droit à un service de garde gratuit pour les enfants de 2 ans. Tous les enfants âgés de 3 ans et 4 ans ont droit à 15 heures d'enseignement gratuit par semaine pendant la période scolaire. C'est ce qu'on appelle la pépinière. Ils peuvent commencer le trimestre après leur 3e anniversaire. Chaque famille avec un enfant de moins de 5 ans aura également un visiteur de la santé qui leur rendra visite à la maison à partir de la naissance de l'enfant jusqu'à son entrée à l'école primaire. Les visiteurs sanitaires travaillent pour le National Health Service, le service national de santé, connu sous le nom de NHS. Ce sont des infirmières ou des sages-femmes qualifiées et autorisées avec une formation supplémentaire en santé publique. Les visiteurs de la santé soutiennent la santé de toute la famille. Ils vérifient la santé et le développement de l'enfant, fournissent des conseils sur l'alimentation et la gestion du comportement de l'enfant et aident les mères et les pères à s'adapter pour devenir de nouveaux parents. Pour constater peut-être que certains de leurs conseils diffèrent de votre propre expérience et de votre pratique chez vous. Par exemple, au Royaume-Uni, il est conseillé d'initier un bébé aux âges solides à l'âge de 6 mois environ. Cela peut être plus tôt ou plus tard, c'est à quoi vous êtes habitué. Si vous pouvez discuter tout problème avec votre visiteur de la santé et il peut fournir de nombreuses informations utiles et à jour sur les services locaux. Slide number 5 ou diapositive numéro 5. Deuxième partie. Éducation de 5 ans à 11 ans. École primaire. Après la maternelle, un enfant ira à l'école primaire. Les enfants commencent l'école primaire à plein temps, l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 5 ans. L'année scolaire s'étend de septembre à juillet. Si votre enfant est né en septembre, il sera l'un des plus vieux de la classe. Et s'il est né en août, il sera l'un des plus jeunes avec des enfants d'1 an de plus. L'année scolaire est divisée en 3 trimestres. L'automne, le printemps et l'été, avec une semaine de vacances à mi-parcours au milieu de chacun. L'école a lieu du lundi au vendredi et commence entre 8h30 du matin et se termine entre 3h30 et 4h de l'après-midi. Il peut fermer plus tôt un vendredi. Chaque école aura son propre horaire. Le premier cours auquel ils assisteront s'appelle le cours de réception. Ensuite, les classes sont appelées de la première à la 6e année. Lorsque vous arrivez au Royaume-Uni, pour la première fois, la priorité du conseil local est d'aider à trouver une place à l'école pour votre enfant le plus rapidement que possible, afin qu'il ne manque pas d'éducation. Si l'école la plus proche de vous est pleine, votre enfant devra aller à une école plus éloignée. Si vous parlez au conseil, vous pourrez peut-être faire en sorte que votre enfant change d'école plus tard si une place dans une école plus proche devient disponible. Les écoles fourniront les manuels dont votre enfant aura besoin. Vous n'avez pas besoin de les acheter pour votre enfant. Les enfants doivent porter l'uniforme scolaire. Ce sera différent pour chaque école. Vous pouvez les acheter neufs ou d'occasion dans de divers magasins. Et l'école de votre enfant et certains organismes de bénéficence peuvent offrir un uniforme gratuit. Encore une fois, vérifiez auprès de votre école et faites-leur savoir si vous rencontrez des difficultés, car les écoles soulèveront les préoccupations concernant une éventuelle négligence si un enfant ne vient pas à l'école avec un uniforme propre et soigné.
Les enfants ont droit à des repas scolaires gratuits si leurs parents reçoivent une aide en matière d'asile au titre de l'article 95 du Home Office, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Si vous bénéficiez de l'assistance section 4, vous devrez vous renseigner auprès de l'école ou du conseil local, car ce sera à leur discrétion. Les menus scolaires peuvent être adaptés par l'école pour les besoins médicaux et religieux, tels que le halal pour les musulmans. Vos enfants peuvent bénéficier du transport gratuit vers l'école. S'ils ont un problème de mobilité ou un besoin éducatif particulier, ils auront droit au transport gratuit à partir de 5 ans. Les autres enfants âgés de 5 ans à 16 ans se rendent à l'école appropriée la plus proche ou vivent à 2 miles et 3 km de celle-ci s'ils ont moins de 8 ans, et à 3 miles, ça veut dire environ 5 km plus ou moins s'ils ont 8 ans ou plus. Les conseils peuvent également prendre en charge les frais de déplacement vers le collège de 6e. Si votre enfant a plus de 16 ans, vous devez les contacter pour plus de détails. Les enfants de moins de 16 ans peuvent bénéficier de tarifs réduits dans le bus et les trains. Si vous leur achetez un travel card, c'est-à-dire la carte de voyage pour les moins de 16 ans, vous aurez besoin d'une preuve de l'âge de votre enfant et d'une photo pour obtenir la carte de transport sur les trains ou bien les bus. Les enfants doivent toujours voyager avec leur carte, car ils doivent pouvoir la montrer si on leur demande. Les écoles établiront les devoirs des enfants. Ils s'attendront à ce que les parents aident leurs enfants à le terminer à temps. Il est conseillé de vérifier le sac d'école de votre enfant, car les enseignants demandent souvent aux enfants d'emporter des lettres et des informations pour les parents. Et un enfant peut oublier cela. Vous pouvez également vérifier les détails de leurs devoirs, parce que des fois, on leur donne des devoirs à faire. Il sera difficile pour les parents dont l'anglais est limité d'aider leurs enfants. Vous pouvez donc demander à l'école s'ils dirigent un club de devoirs ou s'il existe un groupe communautaire local qui offre un soutien aux devoirs. Certains parents voudront peut-être améliorer leurs propres compétences en lecture et en calcul pour aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Vous pouvez être admissible à des cours gratuits d'éducation des adultes dispensés dans les collèges locaux, y compris en anglais. Les tests d'évaluation standard appelés SAT ou bien SAT sont passés quand un enfant a 7 ans et de nouveau à 11 ans quand il est en dernière année d'école primaire. Ils sont importants pour l'avenir de l'enfant, car de nombreuses écoles secondaires utilisent les résultats pour évaluer les capacités d'un enfant et les classer dans des ensembles de matières, voir ou prédire les performances tout au long de l'école. Il y a des jours où les enfants peuvent s'habiller en costume pour aller à l'école. Un exemple est la journée nationale du livre. Lorsque les enfants se déguisent en personnages de leur livre préféré, encore une fois, consultez la newsletter, c'est-à-dire les lettres qu'on envoie de l'école. Site web de l'école pour plus de détails afin que votre enfant ne rate pas l'occasion de participer. Les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux seront évalués et recevront un soutien. Vous pouvez demander à parler au coordonnateur des besoins éducatifs de votre école si vous pensez que votre enfant a besoin d'aide. Les écoles organiseront également un soutien supplémentaire pour les enfants qui ne parlent pas l'anglais. C'est ce que l'on appelle l'anglais en tant que support de langue supplémentaire ou EAL. Certains conseils locaux ont une équipe de professionnels qui soutiennent la réalisation des minorités ethniques. Ils comprennent des enseignants, des assistants d'enseignants, des agents de protection de l'éducation et des agents de soutien aux familles. Ils travaillent avec les écoles et les familles pour soutenir les élèves qui parlent l'anglais comme langue supplémentaire.
pour les aider à réaliser leur potentiel. Slide number 6. Diapositive numéro 6. Fréquentation à l'école. Les parents sont légalement tenus à veiller à ce que leurs enfants fréquentent l'école à partir de 5 ans et ce n'est donc pas un choix. Toutes les écoles surveillent la fréquentation chaque jour. Manquer l'école signifie qu'un enfant peut prendre du retard dans ses apprentissages. Les parents doivent viser une présence à 100% pour leur enfant. Les parents ne peuvent pas garder les enfants à la maison, au moins qu'il y ait une raison valable et qu'ils aient informé l'école. Si un enfant manque l'école sans raison valable, l'école l'enregistre comme une absence non autorisée. Si un enfant s'absente régulièrement, l'école peut faire une visite à domicile pour vérifier l'enfant. Une école peut offrir aux parents des conseils et un soutien s'ils ont du mal à faire ou en sorte que leur enfant fréquente l'école régulièrement. En fin de compte, les conseils locaux peuvent utiliser les pouvoirs légaux, notamment en imposant des amendes et des ordonnances judiciaires aux parents pour amener les parents à améliorer l'assiduité. Il est donc très important pour les parents de communiquer avec l'école. Les parents doivent téléphoner à l'école avant 8h30 du matin. Si un enfant est malade et ne peut pas aller à l'école ce jour-là, ou un enfant arrivera tard à l'école et s'expliquera pourquoi, ou un enfant ne peut pas aller à l'école ce jour-là pour toute autre raison valable, ou l'enfant a été blessé par exemple en jouant et a une ecchymose ou une blessure. Les parents doivent expliquer ce qui s'est passé. Vous devriez essayer d'apprendre les mots anglais dont vous aurez besoin pour signaler l'absence de votre enfant, afin de pouvoir laisser un message sur le répondeur de l'école. Il y a des suggestions dans le document. Toutes les écoles ont fixé des vacances et les parents ne devraient pas amener leurs enfants en dehors de celles-ci. Vous devrez demander l'autorisation de l'école pour toute autre absence. Accorder une absence est à leur discrétion. Veuillez parler à votre école à l'avance des fêtes religieuses telles que les Eid, les Diwali ou le Nowruz. Vous devrez également essayer de prendre des rendez-vous pour votre enfant après les heures de classe, par exemple avec un médecin. Les écoles attendent également des parents qu'ils s'impliquent dans l'école. Il est important d'établir une relation avec l'école, car cela vous aiderait à soutenir les progrès de votre enfant. Les parents devraient donc assister aux soirées des parents où vous pourrez discuter des programmes de votre enfant avec les enseignants, poser des questions et discuter de votre préoccupation. Vous pouvez aussi rencontrer d'autres parents. Il est également utile de parler aux enseignants lorsque vous déposez ou vous récupérez votre enfant. Diapositive numéro 7 ou slide number 7. Rôle des écoles dans la protection des enfants contre les dangers ou bien sauvegarder. En vertu de la loi britannique, les écoles ont le devoir de garantir que les enfants sont à l'abri de tout préjudice physique ou émotionnel. Il est utile que les parents sachent comme les écoles s'acquittent de leurs responsabilités en matière de protection. Les écoles surveilleront les signes possibles de négligence ou d'abus, tels que si un enfant est sale, affamé ou très fatigué pour concentrer en classe et participer à la vie scolaire, ou s'il s'affiche un comportement préoccupant, tel que l'enfant est bouleversé, agressif ou retiré, ou ne participe pas à une activité scolaire, ou s'ils ont des blessures ou des signes de violence physique, ou si leur trajet vers et depuis l'école est sûr. Tous les membres du personnel sont tenus d'enregistrer toute préoccupation concernant de la sécurité et le bien-être d'un enfant sur un système informatique central.
Il est vérifié pour identifier tout problème multiple ou récurrent avec un enfant. Si le dossier d'un enfant montre qu'il est arrivé à plusieurs reprises à l'école impur ou affamé, l'école contactera les parents pour essayer de savoir ce qui se passe. Si les parents ont des difficultés à l'école, peut offrir l'aide d'une équipe d'aide précoce qui créera un plan de soutien pour cette famille. Si les parents ne communiquent pas avec l'école ou n'acceptent pas l'offre de soutien, l'école transmettra leurs préoccupations à un travailleur social qui contactera les parents et élaborera un plan d'action pour améliorer la prise en charge de l'enfant. Certains problèmes déclenchent une référence automatique de l'école à un travailleur social. Ce sont des préoccupations concernant la maltraitance des enfants. Si un enfant dit « ma mère m'a frappé », l'école fera une référence immédiate. Le travailleur social contactera les parents pour enquêter. Nous explorons la loi britannique sur l'utilisation des châtiments corporels ou discipliner un enfant dans la deuxième partie de cette session. Quelle que soit la préoccupation, l'intervention s'intensifiera toujours sur les parents ne s'engagent pas dans les discussions, n'acceptent pas les offres de soutien ou ne changent pas leur façon de faire. En fin de compte, cela pourrait impliquer que l'enfant soit pris en charge par les autorités locales. Les écoles doivent informer les parents si un enfant a eu une incidence ou une blessure à l'école et expliquer ce qui s'est passé. Et les écoles doivent prendre des mesures pour protéger un enfant s'ils savent qu'il est maltraité physiquement ou verbalement par un autre enfant à l'école. Chaque école a une politique sur l'âge qu'elle considère comme sécuritaire pour un enfant de se rendre à l'école et d'en revenir sans la surveillance d'un adulte. Cela peut dépendre de l'emplacement de l'école. Par exemple, s'il y a des routes principales à travers qui exposeront les enfants à un plus grand risque de préjudice, vérifiez toujours la politique de votre école. Les enfants âgés de 6 ans à 12 ans sont généralement considérés comme trop jeunes pour se rendre seuls à l'école et en revenir. Et les parents sont censés accompagner ces jeunes enfants à l'école, les déposer et les ramasser. Il est également important d'être à l'heure lors de la collecte de votre enfant, car les enseignants devront attendre que tous les enfants soient récupérés. Les écoles ne permettent pas à un enfant d'être récupéré par un inconnu. Les parents doivent contacter l'école s'ils ont besoin de faire venir quelqu'un d'autre ce jour-là. Au début de l'année scolaire, la plupart des écoles demandent aux parents de désigner 2 autres personnes qui peuvent venir chercher leur enfant et qui contacter en cas d'urgence. Les écoles seront inquiètes s'il y a des signes indiquant que l'enfant ne dort pas suffisamment. La fatigue peut nuire à un enfant en affectant sa capacité à grandir, à apprendre et à jouer. Il est recommandé aux enfants de l'école maternelle de dormir de 11 à 12 heures par nuit. Les enfants des écoles primaires devraient dormir entre 90 minutes et 11 heures par nuit et les enfants des écoles secondaires entre 9 heures et 9h30 minutes. Maintenant, slide numéro 8 ou diapositive numéro 8. Éducation de 11 à 16 ans, école secondaire. Après l'école primaire, les enfants entrent à l'école secondaire. Les enfants commencent l'école secondaire au cours de l'année scolaire plutôt, où ils atteignent l'âge de 11 ans. Cela commence avec la 7e année et se termine avec la 11e année, lorsqu'ils atteignent 16 ans. Les places dans les écoles ne sont pas attribuées automatiquement. Vous pouvez postuler pour une place d'école publique en ligne ou en utilisant le formulaire de candidature de votre conseil. Vous postulez par le biais de votre conseiller local, même si vous postulez pour des écoles dans une autre zone du conseil.
Les conseils ne peuvent garantir à votre enfant une place dans l'école à laquelle vous postulez, même si vous vivez dans la zone de chalandise ou si vous avez déjà un autre enfant à l'école, car cela dépendrait du nombre de candidatures que l'école recevra. Demandez à l'équipe de réalisation des minorités ethniques plus d'informations sur les processus de candidature et sur la manière dont les décisions sont prises. Vous pouvez faire également une décision si vous pouvez penser qu'elle n'est pas juste. Lorsqu'un enfant est en 9e année, quand il a 13 ans ou 14 ans, il doit prendre des décisions importantes sur les matières à étudier pour les examens nationaux du certificat général d'éducation connu sous le nom de GCSE ou bien GCSE. Les examens de GCSE ont lieu à la fin de la 11e année lorsque l'enfant a 15 ou 16 ans. 3 matières de base, l'anglais, les mathématiques et les sciences, sont obligatoires. D'autres matières sont facultatives et peuvent être choisies parmi 4 catégories qui sont les arts, le design et la technologie, les sciences humaines et les langues étrangères modernes. Les matières optionnelles varient d'une école à l'autre. Chaque école détermine le nombre de matières GCSE que les élèves peuvent suivre, qui peut être compris entre 7 et 12 matières. Les matières choisies auront une importance réelle pour l'avenir de l'enfant, afin que les parents puissent aider leurs enfants à choisir les matières nécessaires à la carrière qu'ils souhaitent suivre, ainsi que celles qui l'intéressent et celles dans lesquelles il est doué. Les GSCE sont attribués par un mélange d'évaluations en cours et de passages d'examen. Les résultats sont envoyés en août, quelques mois après les examens. Donc, les notes attribuées sont de 9, qui est la plus élevée, et 1, la plus basse. Les notes détermineront à quel collège de 6e forme l'enfant peut postuler et quelle matière ils peuvent choisir et d'étudier pour le niveau avancé, qui sont appelés niveau A. Chaque collège définira ce qu'ils exigent pour l'entrée, généralement au moins de 5 GCSE ou grade 4 ou plus. Et ils ont généralement besoin de 6 ou 7 dans une matière pour la poursuivre au niveau A. Consultez les sites web des collèges pour plus de détails plus tôt. Les notes de GSCE sont également utilisées par les universités et les établissements d'enseignement supérieur comme indication des capacités de l'étudiant. Les universités exigent souvent un minimum de GCSE ou grade 4 en anglais, en mathématiques ou au moins une science pour être accepté dans un autre cursus. De nombreux cours de collège d'enseignement nécessitent un minimum de 5 GCSE ou grade 4 ou plus. Les devoirs augmenteront à l'école secondaire et les parents doivent s'assurer que les enfants les terminent à temps. Attendez-vous à ce que votre enfant reçoive entre 1 ou 2 heures par jour pour commencer chaque jour à 2 ou 3 heures par jour quand il a entre 14 et 16 ans. Les devoirs sont particulièrement importants lorsque les enfants commencent à étudier pour les GCSE pour s'assurer qu'ils aient couvert le programme de manière suffisamment approfondie et à réviser dans les examens. Consultez le site web de l'école pour obtenir des détails sur leur politique relative aux devoirs et des ressources qui peuvent aider les parents à aider les enfants à gérer leurs devoirs et s'assurer qu'ils ont terminé à temps. Si un enfant est constamment à remettre ses devoirs, une école demandera généralement aux parents de venir discuter un problème. De nombreuses écoles ont un club de devoirs après l'école où les enfants font leurs devoirs avec les enseignants ou du personnel de soutien pour les aider. Ces clubs peuvent être utiles si votre enfant a besoin d'utiliser les ressources de l'école pour faire des devoirs comme la bibliothèque ou Internet, ou s'il est difficile de se concentrer à la
Diapositive numéro 9 ou slide number 9. Quatrième étape. Éducation et formation de plus de 16 ans et jusqu'à 18 ans. Après 16 ans, les enfants doivent faire l'une des choses suivantes jusqu'à l'âge de 18 ans. Ils doivent soit rester dans l'enseignement à temps plein, par exemple dans un collège de 6e et étudier pour les niveaux A, ou d'autres qualifications basées sur les compétences telles que les qualifications professionnelles nationales, ou bien qu'on appelle les NVQ. Ils peuvent aussi commencer un apprentissage ou un stage dans une compétence professionnelle. Ceci combine formation, pratique et études. L'apprentissage dure entre 1 à 5 ans. Le jeune gagnant un revenu pendant ses études. Un stage peut durer jusqu'à 6 mois. C'est un cours avec une expérience de travail qui prépare une personne à travailler ou à faire un apprentissage. Où ils peuvent passer 20 heures ou plus par semaine à travailler ou à faire du bénévolat, tout en suivant les études ou une formation à temps partiel. La plupart des étudiants qui souhaitent étudier pour obtenir un diplôme à l'université prennent 3 niveaux A, ce qui est le minimum requis par les universités pour offrir une place. Quelques élèves prennent le maximum de 5 niveaux A, mais chaque niveau A implique beaucoup d'études et beaucoup de devoirs. Donc plus de 3 pourraient faire chuter les notes ou les engagements parascolaires. Les cours de niveau A durent de 2 ans, couvrant les années 12 et 13. Les examens ont lieu à la fin de la 3e année, en mai et juin, les résultats étant notifiés en août. Les notes sont attribuées sur une échelle de A étoile et E. A étoile étant le plus élevé. La note C est considérée comme une réussite. Les personnes ayant moins de 3 niveaux A peuvent continuer à étudier pour obtenir des diplômes de base ou d'autres cours de niveau supérieur. Les écoles aident les enfants à faire des choix concernant leur avenir. Chaque école secondaire doit offrir une orientation professionnelle indépendante à tous les élèves de la 8e à la 13e année. Vous pouvez demander des conseils sur les choix et les options lorsque votre enfant choisit des matières à étudier et s'il souhaite suivre les cours académiques ou à base sur les compétences. Selon la loi, un enfant doit suivre une forme d'éducation ou de formation de 16 ans à 18 ans. Mais un enfant âgé de 16 ans est considéré comme suffisamment âgé pour prendre des décisions par lui-même. Ainsi, même si un parent doit encourager son enfant à poursuivre des études ou sa formation, le parent ne peut pas être tenu responsable si l'enfant refuse. Slide number 10 au diapositive numéro 10. 5e partie, l'éducation après 18 ans. Si votre enfant souhaite étudier pour obtenir un diplôme à l'université, vous devrez prendre en compte les frais impliqués, qui sont d'environ 9 000 livres sterling par an. La plupart des cours durent 3 ans, et si vous vivez loin de chez vous, il y aurait aussi des frais de subsistance. Les demandeurs d'asile ne sont pas éligibles pour demander les prêts étudiants, qui couvrent les frais et les frais de subsistance. Cependant, certaines universités offrent des bourses sanctuaires qui permettent aux demandeurs d'asile d'étudier gratuitement à l'université. Consultez les sites web des universités ou Google Sanctuary Scholarship, c'est-à-dire les scholarships pour les sanctuaries. Certaines des 5 universités de la région du Nord-Est offrent également des bourses sanctuaires. La plupart des étudiants postulent à l'université avant de passer leur niveau A, afin qu'ils puissent commencer en septembre, après avoir quitté la 6e forme. Votre enfant postulez à l'université via son 6e formulaire ou en ligne via le service des admissions des universités et collèges. Vous devriez demander des conseils sur l'éligibilité de votre enfant
et un prêt étudiant si vous recevez une autorisation de séjour du Home Office, c'est-à-dire si vous avez votre autorisation de séjour du ministre de l'Intérieur, ou si votre enfant a 18 ans, ou votre enfant voudrait peut-être aller dans un établissement d'enseignement supérieur qui propose une gamme de cours et d'études professionnelles ainsi que les apprentissages et les formations. Vérifiez auprès du collège quel cours votre enfant pourrait être éligible pour étudier gratuitement. Si votre enfant ne peut pas obtenir une place gratuite dans une université ou un collège, il sera probablement très frustré de ne pas pouvoir faire progresser les études lorsque d'autres amis le pourront. Eux, ils ne seront pas autorisés à travailler si vous attendez toujours une décision sur votre demande d'asile. Ils auront besoin de quelque chose de significatif à faire. Vous pouvez les aider à envisager des opportunités de bénévolat. Le volontariat impressionne les futurs employeurs et peut fournir aux jeunes de précises références personnelles. Cela peut les garder optimistes quant à l'avenir. Renseignez-vous sur les opportunités au bureau de volontariat local. Slide number 11, diapositive numéro 11. Protégez votre enfant contre l'intimidation, la haine et la cyberviolence. Si un enfant cible un autre enfant dans l'intention de lui faire du mal, que ce soit physiquement ou émotionnellement, on parle d'intimidation et cela peut être dommage pour un enfant. Les parents devraient essayer d'encourager leur enfant à leur parler et à partager leurs préoccupations au sujet de l'école. Sinon, ils pourraient souffrir un silence. Les parents peuvent trouver très stressant et déroutant de se demander ce qu'ils peuvent faire pour arrêter l'intimidation et protéger leur enfant. Parfois, un enfant ne veut pas quiconque fasse des histoires à ce sujet. Il ne veut pas que les mesures soient prises contre l'autre enfant car il craint d'être encore plus harcelé. Il est important que les parents sachent qu'ils peuvent prendre des mesures pour empêcher que cela ne se reproduise. Que ce qui peut commencer par des petites étapes informelles, mais peut dégénérer en actions supplémentaires si vous n'êtes pas que l'intimidation a cessé. Premièrement, parlez au professeur de votre enfant et expliquez vos inquiétudes. Vous ne devriez pas essayer de vous en occuper vous-même en parlant à l'autre enfant ou à ses parents. Vous pouvez demander à l'enseignant de garder un œil sur la situation et ses gestions sur la meilleure façon de résoudre les choses. Toutes les écoles doivent avoir une politique de comportement qui indiquera comment elles géreront le comportement des enfants à l'école. Si l'intimidation continue, essayez de tenir un journal de ce qu'il dit de votre enfant, y compris les jours, les heures et les détails. Les incidents avec les autres de tous les témoins. Demandez une réunion de suivi avec l'enseignant de la classe ou le directeur de l'école. Les écoles ont un devoir de diligence envers leurs élèves et permettre à un enfant d'être continuellement victime d'intimidation lorsque l'école a été alertée du problème pourrait être considéré comme un manquement de ce devoir. Enfin, vous pouvez déposer une plainte contre l'école si vous estimez qu'elle n'a pas répondu de manière appropriée aux informations que vous lui avez fournies. Votre enfant peut être tellement stressé et effrayé par l'intimidation qu'il ne peut pas affronter d'aller à l'école. Au moins que vous ne parlez de ce qui se passe, ils traiteront cela comme une absence non autorisée et ils pourraient prendre des mesures contre le parent pour ne pas avoir veillé à ce que l'enfant fréquente l'école. Vous pouvez également expliquer des choses à l'équipe locale de réalisation des minorités ethniques et leur demander d'intervenir auprès de l'école pour mettre fin à l'intimidation. Certaines formes d'intimidation sont illégales,
Cela comprend la violence ou les agressions, le vol, le harcèlement ou l'intimidation répétée et les crimes de haine. La haine est l'endroit où l'enfant est ciblé en raison de sa religion ou de sa race. Cela ne sera pas toléré. Le conseil préféré est que les parents signalent cela à la police en les laissant agir. Les enfants se connectent à un jeune âge et apprennent rapidement à explorer le web. Ils peuvent être exposés à la cyber-intimidation et aux abus et à accéder à des contenus inappropriés et nuisibles via leur smartphone ou leur appareil numérique. C'est un vrai souci pour les parents. Cela peut avoir de graves répercussions sur la confiance, l'estime de soi et la santé d'un enfant. Encore une fois, il est important que les parents parlent à leurs enfants de ces dangers et des risques liés aux sites web et aux applications qu'ils utilisent. Encouragez-les à vous parler de tout ce qui leur est arrivé ou de leurs préoccupations. Les parents peuvent obtenir des conseils sur la façon de protéger leurs enfants contre les préjudices en ligne, par exemple en utilisant des outils, des filtres de contrôle parental. Et savent signaler la cyberintimidation et les abus. Ils exigent les organisations qui fournissent des conseils pratiques et vous aident à signaler les incidents afin que des mesures puissent être prises pour empêcher que cela se produise. Diapositive numéro 12, slide number 12. Aidez votre enfant à respecter la loi. Dans tous les pays, certains enfants se comportent d'une manière qui perturbera les autres dans la société et les autorités auront différentes manières de réagir. Les enfants peuvent faire des choses qui nuisent et ne tiennent pas compte des autres. Par exemple, être bruyant ou intimidant dans un espace public, pulvériser des graffitis, insulter verbalement les autres et endommager délibérément des biens. Au Royaume-Uni, cela est connu sous le nom de comportement antisocial ou ASB. La police prendra des mesures contre les jeunes qui commettent des ASB et des punitions augmenteront s'ils ne respectent pas les règles. Votre enfant n'a pas le droit d'acheter de l'alcool avant l'âge de 18 ans. Il est également illégal pour quiconque de vendre ou d'acheter de l'alcool à une personne de moins de 18 ans. L'âge minimum légal pour fumer est de 16 ans, mais un enfant n'est pas autorisé à le faire. Acheter des cigarettes jusqu'à l'âge de 18 ans. Ainsi, les magasins qui vendent de l'alcool et des cigarettes peuvent demander à quiconque semble avoir moins de 25 ans de montrer sa pièce d'identité pour prouver son âge. Toute personne surprise en train d'utiliser, de posséder ou de vendre des drogues illicites peut être arrêtée. Les parents doivent avertir leurs enfants des dangers de devoir porter ou livrer un colis pour quelqu'un d'autre. Certains trafiquants de drogue ciblent délibérément les enfants pour livrer leurs drogues, pensant qu'ils sont moins susceptibles d'attirer l'attention de la police. Ils offrent d'abord les médicaments gratuits aux enfants. Ils exigent qu'ils leur livrent des médicaments et les menacent de se blesser s'ils refusent. La police peut aider les parents à mieux comprendre cela et donner des conseils sur la façon de protéger votre enfant si vous êtes préoccupé par lui. Il est illégal pour un garçon ou une fille d'avoir des relations sexuelles avec des personnes de moins de 16 ans, même si elles le souhaitent. Il est important de ne pas supposer qu'une personne a plus de 16 ans simplement parce qu'elle se trouve quelque part comme un pub, c'est-à-dire les bars ou bien les clubs dans les discothèques.
Les rapports sexuels avec une personne âgée de plus de 16 ans doivent toujours avoir lieu avec son consentement. L'activité sexuelle sans consentement est un viol ou une agression sexuelle, qui est un crime. La peine peut être une peine de prison allant jusqu'à 15 ans. En Angleterre, l'âge minimum légal pour se marier est de 16 ans. Ils doivent cependant avoir le consentement de leurs parents. Le mariage est autorisé à 18 ans sans le consentement des parents. Slide number 13, diapositive numéro 13. Gérer les attentes, ou bien ici on les appelle sleepover. Une soirée pyjama est une fête au cours de laquelle un ou plusieurs amis sont invités à passer la nuit chez un ami. Cela pourrait être pour célébrer des anniversaires ou d'autres événements spéciaux. Les soirées pyjama sont devenues populaires au Royaume-Uni, en particulier auprès des filles. La plupart des enfants les considèrent maintenant comme une partie normale de la vie d'enfance. Il est donc préférable d'être préparé à la manière dont vous répondez si votre enfant a une invitation à la soirée pyjama ou vous demande d'en organiser une pour ses amis, c'est-à-dire avoir ses amis passer la nuit chez vous. Par exemple, vous pouvez organiser un jour de lecture de jour pour eux. Si vous autorisez une soirée pyjama, vous pouvez vous assurer d'avoir l'adresse et le numéro de téléphone des parents qui l'accueillent. Et vous pouvez faire part tout besoin alimentaire ou médical de votre enfant. Si vous organisez une soirée pyjama, n'oubliez pas que les enfants ne doivent pas regarder la télévision après 8 heures du soir sur les chaînes câblées et Sky, qui est une chaîne de télé, ou 9 heures sur les chaînes 1 à 5. C'est à ce moment-là que d'autres programmes pour les adultes sont diffusés. Certaines écoles peuvent organiser une soirée pyjama à l'école. Ils fourniront les sacs de couchage et les enseignants seront là toute la nuit. Les enfants seront donc surveillés à tout moment. Les enfants sont également désireux d'avoir les dernières choses à la mode, comme le téléphone, l'intelligent ou les baskets les plus cool. Ces articles sont très chers et impossibles à acheter lorsque vous recevez une aide d'asile et que vous n'avez pas le droit de travailler pour gagner l'argent nécessaire pour les payer. Les enfants risquent d'être très frustrés s'ils apprennent qu'ils ne peuvent pas avoir ce que leurs camarades de classe ont. Donc, ce pourrait être une bonne idée pour vous de parler à votre enfant et de lui expliquer la situation financière de la famille pendant que vous attendez que votre demande d'asile soit tranchée. Cela les aiderait à gérer leurs attentes de sorte qu'ils n'imaginent pas que leurs parents leur refusent délibérément les choses. Diapositive numéro 14 ou slide number 14. Surveiller les enfants à la maison pour les protéger du danger. Dans la deuxième partie de cette session, nous examinerons les différences que les parents nouvellement arrivés au Royaume-Uni peuvent trouver dans la loi britannique et les attentes concernant la surveillance et la discipline des enfants et leur protection contre les dommages à la maison. Puis-je demander votre attention car ce sont des différences vraiment importantes dont vous voudrez être conscient. Un enfant non surveillé court un risque de préjudice car il ne sait peut-être pas comment éviter le danger ou à qui faire confiance. Si un parent ne surveille pas un enfant de manière à ce que celui-là fasse courir un risque de préjudice, il sera considéré comme négligent. Le Royaume-Uni a des directives nationales sur le niveau de surveillance parentale nécessaire.
Ceux-ci peuvent être différés de ce à quoi vous êtes habitué. Les bébés et les très jeunes enfants ne doivent jamais être laissés seuls, même pendant 15 minutes, pendant que vous vous rendez rapidement au magasin local. Les enfants de moins de 12 ans sont rarement assez mûrs pour être laissés seuls, ou pour s'occuper d'enfants plus jeunes, ou pour cuisiner eux-mêmes dans la surveillance d'un adulte. Les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas être laissés seuls pendant la nuit. Les enfants de plus de 16 ans ne doivent pas être laissés seuls fréquemment pendant plus longues périodes ou pendant plusieurs nuits. Les parents doivent donc réfléchir soigneusement à la responsabilité de laisser les enfants sans surveillance, que ce soit seuls à la maison ou dans une voiture, ou de laisser les enfants jouer à l'extérieur sans qu'un adulte les surveille, ou de laisser les enfants aller seuls quelque part comme au parc ou à l'école ou à un ami cher. La loi ne précise pas d'âge auquel vous pouvez laisser un enfant seul, car les enfants grandissent à un rythme différent. Mais laisser un enfant seul est un délit si cela le met en danger. Les autorités locales ont le devoir d'enquêter si elles reçoivent des rapports d'enfants sans surveillance. Un travailleur social pourrait vous rendre visite pour explorer ce qui se passe et discuter des choses que vous pourriez devoir faire pour vous assurer que l'enfant n'est pas mis en danger. La police peut poursuivre les parents s'ils estiment que leurs actions mettent les enfants en danger. Utilisez votre jugement sur la maturité de votre enfant afin de décider de la laisser seule n'importe où. Le fait qu'un enfant soit plus âgé ne signifie pas nécessairement qu'il est prêt à prendre soin de lui-même ou d'autres enfants. Demandez-vous si votre enfant saura quoi faire en cas d'urgence ou sera-t-il capable de faire face si quelque chose d'inattendu ou d'effrayant se produit. Les parents doivent également évaluer la sécurité au lieu et éliminer les risques avant de les laisser seuls avec d'autres enfants plus jeunes. Demandez-vous aussi s'il y a des risques évidents comme un couteau bien aiguisé ou une fenêtre ouverte dont un enfant pourrait tomber ou du verre brisé ou les enfants jouent. L'enfant devrait toujours pouvoir vous contacter ou contacter une personne de confiance et vous devriez pouvoir rentrer rapidement chez vous s'il a besoin de vous. Slide number 15, diapositive numéro 15. Surveillez les enfants à l'extérieur de la maison. Les jeunes enfants doivent également être surveillés par un adulte s'ils jouent à l'extérieur. Un adulte devra les accompagner dans un parc ou dans toutes les zones locales où ils doivent traverser des routes. Les enfants doivent être encouragés à apprendre et à utiliser les zones de passage appropriées, comme un passage à piétons ou attendre au feu pour l'homme vert. Tout cela peut contraster avec ce qui est acceptable dans votre pays, où les enfants peuvent être responsabilisés à un âge plus précoce. Mais il est très important de comprendre l'approche différente au Royaume-Uni. Slide number 16, diapositive numéro 16. Sinon, on continue. Diapositive numéro 16. La loi sur les enfants et les voitures. Vous ne devez également jamais laisser votre enfant seul dans la voiture, même pendant 5 minutes. Pour protéger la santé des enfants, il est interdit de fumer dans une voiture. Si une personne de moins de 18 ans s'y trouve, et il est illégal de ne pas empêcher de fumer dans une voiture. Si une personne de moins de 18 ans s'y trouve, la loi s'applique toujours si les fenêtres ou le toit sont ouverts ou
si vous avez la climatisation en marche, et même si vous êtes assis dans la porte ouverte de la voiture, les règles ne s'appliquent pas aux cigarettes électroniques. Pour la même raison, il est interdit de fumer dans l'enceinte de l'école. En droit britannique, lorsqu'ils voyagent en voiture, les enfants doivent utiliser un siège enfant, adapté à leur âge, leur taille et leur poids. La loi dit, point numéro 1, un enfant doit être dans un porte-bébé ou un siège bébé dos à la route, avec des harnais et de retenue, avec jusqu'à l'âge de 15 mois. Point numéro 2. Après 15 mois, les enfants peuvent utiliser un siège d'auto pour enfants orientés vers l'avant avec des harnais et retenues. Ils doivent l'utiliser jusqu'à l'âge de 12 ans ou 135 cm, selon la première éventualité. Point numéro 3. Les enfants de plus de 12 ans ou de plus de 135 cm encore doivent porter une ceinture de sécurité. Les exceptions ne sont faites que si un enfant voyage dans un taxi et que le conducteur ne fournit pas de siège enfant approprié. Si vous devez effectuer un voyage d'urgence ou inattendu sur une courte distance. Slide number 17. Diapositive numéro 17. La loi sur la discipline des enfants. La loi britannique sur la protection des enfants contre les préjudices affecte également la manière dont les parents peuvent discipliner leurs enfants. De nombreux problèmes surviennent si les autorités locales apprennent que les châtiments corporels sont utilisés pour discipliner un enfant. Dans de nombreux pays, il est jugé acceptable d'utiliser les châtiments corporels, tels que les gifles, pour discipliner un enfant. C'était la même chose au Royaume-Uni, mais les attitudes de nombreux pays du monde ont changé et il est maintenant considéré comme un abus. Il est très important pour les parents nouvellement arrivés au Royaume-Uni de comprendre quelles que peuvent être les conséquences si vous continuez à utiliser des châtiments corporels ou même la menace de les utiliser. Encore une fois, les professionnels de première ligne, tels que les travailleurs de la santé, les travailleurs sociaux, les enseignants et la police ont le devoir d'agir s'ils ont des informations sur un enfant qui risque d'être maltraité à la maison. Pour de nombreux parents, frapper un enfant peut sembler être le moyen le plus rapide et le plus efficace de changer le comportement d'un enfant. Cela peut fonctionner à court terme, mais des études montrent que l'utilisation des châtiments corporels sur les enfants a des conséquences à long terme et des liens avec les problèmes psychologiques à l'âge adulte. Frapper des enfants pour mauvaise conduite peut renforcer l'idée que la violence est le moyen de résoudre un problème et d'amener quelqu'un à faire ce que vous voulez. Le message le plus simple est de ne pas utiliser de punition physique pour discipliner votre enfant. Et ne menacez pas non plus votre enfant de punition physique. Si vous le faites, vous pourriez finir par vous faire enlever votre enfant. Cela est extrêmement probablement si vous utilisez n'importe quel type d'outil pour frapper votre enfant, comme une ceinture ou une cuillère, ou si vous menacez d'utiliser quelque chose. Par exemple, si vous dites à votre enfant, si vous recommencez, je vous giflerai avec cette cuillère. La punition physique signale, il y a plusieurs points. Claquer, gifler, frapper avec une main ou un instrument. Donner des coups de pied, secouer ou lancer. Grattage, pincement ou morsure. Tirer les cheveux ou les oreilles. Forcer les enfants à rester dans des positions inconfortables, comme rester debout pendant de longues périodes. Brûlure. Forcer un enfant à manger quelque chose. Aucune forme de punition ne devrait jamais laisser un enfant avec un gonflement des ecchymoses, des coupures ou des écorchures
une rougeur de la peau, des écorchures ou des égratignures. Tout le monde peut signaler les cas de maltraitance des enfants aux autorités locales s'ils aient été témoins ou qu'ils en aient entendu parler. De nombreux services locaux sont tenus par la loi de signaler toute connaissance de châtiments corporels infligés aux enfants ou d'autres abus. Les rapports mèneront à la visite d'un travailleur social ou de la police, qui enquêtera s'il considère que l'enfant court un risque continu de subir quelques préjudices. Ils ont le pouvoir de confier cet enfant aux soins de l'autorité locale. Donc, si un travailleur social vous rend visite, il est essentiel que vous écoutiez les préoccupations qu'il soulève et que vous soyez prêt à discuter de la situation avec lui. Si vous gardez le silence, ils ne peuvent pas faire le travail, qui consiste à s'assurer qu'un enfant est à l'abri du danger. Si vous ne coopérez pas avec eux, ils ne peuvent pas enquêter, ce qui signifie qu'ils sont plus susceptibles de devoir confier l'enfant aux autorités locales. Il est donc conseillé d'établir une relation avec le travailleur social et de reconnaître que vous partagez une préoccupation mutuelle pour le bien-être de votre enfant. Il est très préférable de travailler avec eux pour découvrir tous les problèmes susceptibles de mettre en danger la sécurité de l'enfant, puis d'être disposé à trouver des solutions à ces problèmes. Si vous êtes prêt à travailler avec eux, un travailleur social peut vous aider à vous adapter à la vie au Royaume-Uni. Ils peuvent aussi aider à relever les défis parentaux auxquels vous faites face. Être parent peut être plus difficile lorsqu'une famille entière vit dans des niveaux élevés de stress et d'anxiété, tout en s'adaptant à une nouvelle vie et en entendant une décision sur leur demande d'asile. Et les membres de la famille sont susceptibles de subir des traumatismes dus à des choses qu'ils ont vécues chez eux aussi, dans leur pays d'origine. Tout cela peut produire des tensions accrues à la maison et les parents peuvent être plus rapides à réagir aux choses et avec plus de colère que d'habitude. La recherche montre également que les traumatismes affectent considérablement le comportement d'un enfant. Par exemple, les adolescents peuvent avoir plus de mal à gérer leur colère. Tout cela peut rendre la gestion du comportement d'un enfant encore plus difficile pour les parents. Slide number 18, diapositive numéro 18. Méthode d'alternative pour gérer le comportement d'un enfant. Si vous avez utilisé des châtiments corporels pour discipliner votre enfant à la maison, vous devez trouver des méthodes alternatives pour gérer le comportement de votre enfant maintenant que vous êtes au Royaume-Uni. Il existe un soutien local pour les parents pour les aider à le faire. Vous pouvez obtenir ce soutien de l'équipe d'aide précoce de votre municipalité. Ils organisent des ateliers sur les méthodes alternatives et peuvent également venir chez vous pour vous aider à utiliser ces méthodes. Si votre enfant a un comportement particulièrement difficile et stimulant, vous pouvez demander à être référé à eux ou vous pouvez les rapprocher vous-même. Ils sont là pour les mères et les pères. L'aide précoce peut aider à résoudre les difficultés avec comportement des enfants, relations de famille, parentalité, gérer un faible revenu, les conditions du domicile. D'obtenir le soutien des bons professionnels. Les travailleurs sociaux et les équipes d'aide précoce seront en mesure d'expliquer des méthodes alternatives et de vous aider à les mettre en pratique. Ces approches utilisent une discipline qui vise à apprendre plutôt qu'à punir. Ces méthodes comprennent 1. Placez votre enfant dans ce que l'on appelle un temps mort. Cela apprend aux enfants à se calmer, ce qui est une compétence de vie utile. Deuxième point, privilège à emporter comme un jouet préféré ou une activité amusante pour la journée.
Indiquer clairement quand les privilèges peuvent être récupérés. On leur rappellera à ne pas répéter cette erreur. 3. Ne tenez pas compte des mauvais comportements légers. Ignorer sélectivement peut en fait être plus efficace que claquer. Si la mauvaise l'enfant vise à attirer votre attention, ne lui accordez pas ça. Tant que l'enfant n'est pas en danger, regardez de l'autre côté. Faites comme si vous ne l'entendiez pas et ne répondez pas. Ensuite, quand ils demandent gentiment ou qu'ils commencent à se comporter, retournez-leur votre attention. Au fil du temps, ils apprendront qu'un comportement poli et positif est le meilleur moyen de répondre à leurs besoins. Quatrièmement, fournissez des conséquences logiques. Par exemple, si votre enfant ne dîne pas, ne le laissez pas prendre une collation ou coucher. Si votre enfant refuse de ramasser ses jouets, ne lui permettez pas de jouer avec eux pour le reste de la journée. Lier la conséquence directement au problème de comportement aide les enfants à voir que leurs choix ont des conséquences directes. Cinquièmement, les conséquences naturelles. Les conséquences naturelles permettent aux enfants d'apprendre de leurs propres erreurs. Par exemple, si votre enfant dit qu'elle ne va pas porter de manteau, laissez-le sortir et avoir froid du moment qu'il est sécuritaire de le faire. Utilisez les conséquences naturelles lorsque vous pensez que votre enfant apprendra de sa propre erreur. Sixièmement, récompensez un bon comportement. Au lieu de frapper un enfant pour sa mauvaise conduite, récompensez-le pour son bon comportement. Par exemple, si votre enfant se bat avec son frère ou sa sœur, installez un système de récompense pour le motiver à mieux s'entendre. Offrir une incitation à se comporter peut rapidement renverser un mauvais comportement. Les récompenses aident les enfants à se concentrer sur ce qu'ils doivent faire pour gagner les privilèges, plutôt que de souligner les mauvais comportements qu'ils sont censés éviter. Septièmement, louer un bon comportement. Par exemple, lorsque votre enfant joue gentiment avec les autres, faites-le remarquer. Dites, vous faites un bon travail partagé et vous vous reliez aujourd'hui. Lorsqu'il y a plusieurs enfants dans la pièce, accordez le plus d'attention et de louanges aux enfants qui suivent les règles et se comportent bien. Ensuite, lorsque l'autre enfant commence à se comporter, donnez-lui aussi des louanges de l'attention. Diapositive numéro 19, slide number 19. Relations entre parents à la maison. Les preuves montrent que les comportements abusifs ou violents entre un mari et sa femme peuvent nuire à un enfant, même si l'enfant n'est pas la cible réelle de ces abus. Les parents doivent donc également comprendre la loi britannique sur la violence domestique, ce qui signifie la violence entre partenaires à la maison. Cela peut impliquer plusieurs points. Violence physique, comme frapper un partenaire ou être violent. Violence verbale, comme crier ou crier après quelqu'un. Abus sexuel. Violence psychologique ou émotionnelle. Menaces et intimidation. Comportement de contrôle et coercif pour contenir et limiter un partenaire. Donc, il y a des conséquences pour l'unité familiale si les autorités locales apprennent que les violences domestiques se produisent. Encore une fois, la police ou un travailleur social devra venir à la maison et enquêter si un enfant vit dans cette maison. S'il devrait tenir compte de l'impact émotionnel de cet enfant et s'il est sécuritaire pour l'enfant de rester à la maison. Cela peut amener un enfant à être pris en charge ou qu'ils peuvent décider que le partenaire viol doit quitter la maison pour que l'enfant reste. Le Collège royal des psychiatriques
possède des preuves qui montrent l'impact de la violence conjugale sur les enfants qui en sont témoins ou qui l'entendent. Les jeunes enfants peuvent devenir anxieux. Ils peuvent se plaindre de maux d'estomac ou commencer à mouiller leur lit. Ils peuvent avoir du mal à dormir, avoir des crises de colère et commencer à se comporter comme s'ils étaient beaucoup plus jeunes qu'ils ne le sont. Les enfants réagissent différemment. Les garçons semblent exprimer leur détresse beaucoup plus extérieurement, par exemple en devenant agressifs et désobéissants. Parfois, ils commencent à utiliser la violence pour essayer de résoudre des problèmes et peuvent copier le comportement qu'ils voient au sein de la famille. Les garçons plus âgés peuvent délibérément manquer l'école et commencer à consommer l'alcool ou de la drogue, qui sont une manière courante d'essayer de bloquer les expériences et les souvenirs dérangeants. Les filles sont plus susceptibles à garder leur détresse à l'intérieur. Elles peuvent se tirer les autres et devenir anxieuses ou déprimées. Elles peuvent avoir une mauvaise opinion d'elles-mêmes et se plaindre de vagues symptômes physiques. Elles sont plus susceptibles d'avoir un trouble de l'alimentation et de se faire du mal en prenant des surdoses. Elles sont également plus susceptibles de choisir un partenaire violent quand elles sont adultes. Les enfants de tout âge peuvent développer des symptômes de ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique. Ils peuvent avoir des cauchemars, des flashbacks, devenir très nerveux et avoir des maux de tête et des douleurs physiques. Les enfants confrontés à la violence domestique ou au mauvais traitement réussissent souvent mal à l'école. Leurs expériences effrayantes à la maison font qu'il est difficile de se concentrer à l'école et qu'ils peuvent refuser d'aller à l'école s'ils craignent de laisser seuls leurs parents maltraités. Rappelez-vous à nouveau qu'un couple qui a perdu tout ce qu'il avait à la maison et qui éprouvait du stress et de l'anxiété en attendant sa décision d'asile pourrait que les tensions de la maison augmentent et que les humeurs s'escaladent plus rapidement qu'avant. Surtout s'ils sont à la maison 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il peut donc être utile de s'impliquer dans les réseaux sociaux locaux et les activités locales qui vous font sortir de vous et empêchent les tensions de déborder. Cela peut vous aider à gérer le stress dans votre vie. Vous pouvez trouver des informations à ce sujet dans le pack de bienvenue local fourni par votre fournisseur de logement et sur le site web du partenariat migratoire. Toute personne victime de violences domestiques peut obtenir de l'aide via la ligne d'assistance AIRE gérée par l'aide migratoire et après des services spécialisés mis en place pour soutenir les victimes. Il y a plus d'informations dans le document. Vous pouvez protéger votre enfant en prenant les mesures pour empêcher la poursuite de la violence conjugale. Slide number 20, diapositive numéro 20. La loi sur les mutilations génitales féminines ou la circoncision féminine. Les mutilations génitales féminines sont illégales au Royaume-Uni. Elle est appelée MGF, est également connue sous le nom de circoncision féminine. Lorsqu'une fille de moins de 16 ans est soumise à la MGF, elle est considérée comme une forme de maltraitance des enfants, causant des dommages physiques et psychologiques durables. Organiser, pratiquer, aider ou encourager les MGF de quelque manière que ce soit est une infraction pénale. Les sanctions peuvent inclure une peine de prison pouvant aller jusqu'à 14 ans et des enfants placés en détention. C'est également une infraction pénale d'amener un enfant hors du Royaume-Uni pour y subir des MGF. Certains réfugiés ont fait campagne contre les MGF dans leur pays d'origine et continuent de le faire ici.
Quiconque craint que son enfant ne soit exposé au risque de MGF peut prendre des mesures pour la protéger. Il existe des organisations locales et nationales qui vous aideront à protéger votre enfant et qui aideront les parents à comprendre les méfaits des MGF sur les filles. Le NHS, qui est le service de santé national, et les agences spécialisées fournissent des soins de santé et un soutien aux femmes et aux filles qui ont déjà subi des MGF. Slide number 21 ou diapositive 21. La voix de l'enfant. Si les autorités locales s'impliquent dans la protection de l'enfant, elles s'attendront à parler aussi bien à l'enfant qu'aux parents. Les professionnels tels que les travailleurs sociaux et la police parleront à l'enfant et les écouteront. Entendre la voix d'un enfant est considéré comme un élément essentiel de la sauvegarde. Les professionnels voudront savoir ce que l'enfant veut qu'il passe, car l'enfant a le droit d'être entendu dans toutes les décisions de sauvegarde prises concernant son propre avenir. Bien sûr, dans la vie en général, les enfants ne peuvent pas s'attendre à faire ce qu'ils veulent ou à faire des choses qui ne sont pas autorisées. Mais on considère qu'une bonne parentalité implique une bonne communication entre les parents et les enfants. L'écoute de l'enfant pour comprendre ce qui l'inquiète ou ce qu'il veut accomplir dans la vie peut aider un parent à guider son enfant vers cela ou lui donner la possibilité d'envisager le long terme plutôt que son avenir immédiat. Un avocat est important car il écoutera ce que vous dites et vous aidera à expliquer votre point de vue à votre conseil local. La loi sur le moment où un enfant peut être pris en charge est très compliquée. Votre avocat peut vous l'expliquer et s'assurer que votre conseil local respecte la loi. Les personnes bénéficiant d'une aide en matière d'asile par le ministère de l'Intérieur peuvent avoir accès gratuitement à cette représentation judiciaire par le biais du programme d'aide judiciaire. Vous devez toujours agir rapidement pour connaître vos droits et vous assurer d'accéder à la représentation judiciaire à laquelle vous avez le droit au bon moment. Slide 22. La diapositive 22 des parents. Si vous êtes impliqué dans une affaire de protection de l'enfance, vous devez être clair sur vos droits et vos droits en tant que parents, à la fois les mères et les pères. Vous avez le droit de demander un interprète pour vous assurer de comprendre les informations que le travailleur social vous donne, y compris les documents. Et ainsi, vous pouvez communiquer pleinement vos propres sentiments et explications. Vous ne devriez pas vous sentir obligé de signer un document, au moins que vous ne sachiez clairement ce qu'il dit et quelles en sont les conséquences si vous le signez. Le travailleur social doit vous informer de vos droits à une représentation juridique et comment y accéder. Vous pouvez également vous renseigner à ce sujet auprès de votre bureau de conseil aux citoyens, c'est-à-dire le CAB local, ou vous pouvez contacter un avocat local qui pratique le droit de la famille. Diapositive 23, slide 23. Informations complémentaires. Veuillez consulter le document que vous recevez après cette session. Il contiendra un résumé des principaux messages dont il existe également un document contenant des détails sur les endroits où vous pouvez demander de l'aide ou pour obtenir plus d'informations sur les problèmes soulevés aujourd'hui. Maintenant, merci pour votre attention. Ainsi s'achève notre présentation.
Merci à toutes et à tous. Maintenant, si vous avez des questions que vous voudriez poser, s'il vous plaît, posez vos questions.